Bienvenue dans French Baratin avec Sibylle. Raphaël. et Cécile. Comme certains d'entre vous le savent, je suis professeure de français. En plus du podcast French Baratin et de mon école en ligne French for Good, je travaille à Strasbourg pour une mission passionnante. Je donne des cours de français dans une école. Mais mes élèves ne sont pas les enfants. Non. Mes élèves, ce sont les parents qui ne parlent pas français. L'objectif étant de leur donner les clés pour mieux s'intégrer à la vie de l'école. Au printemps dernier, le directeur de l'école me raconte que de nombreux parents sont venus le voir car ils sont inquiets d'une nouvelle matière qui sera enseignée à la rentrée 2025 en France. Mais c'est quoi cette nouvelle matière qui fait si peur ? Il s'agit en fait de l'éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité. Quoi ? Du sexe ? Du sexe à l'école ? Dès l'école maternelle ? Mais où va-t-on ? Cette réaction n'est malheureusement pas spécifique à l'école où j'interviens. Le débat a fait rage dans toute la France. Cette année, j'ai donc décidé de faire expérimenter le programme à mes élèves parents pour qu'ils comprennent en quoi ça consiste réellement. L'occasion parfaite d'apprendre le français en contexte réel. Mais avant de revenir en détail sur cette expérience, que je partagerai avec nos abonnés Patreon, j'ai envie de faire un pas de côté et de revenir sur ce débat avec mes partenaires de choc, Raph et Sibylle. Est-ce le rôle de l'école d'éduquer les enfants à la vie affective, relationnelle et sexuelle ? C'est la question du jour dans French Baratin. Alors, comme d'habitude, je vous propose de faire un petit quiz pour vérifier que vous avez bien toutes les informations, pour bien comprendre le contexte autour de cette nouvelle matière. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Oui. Vous êtes des très bons élèves, très enthousiastes. Enthousiaste en tout cas. Alors, première question. Depuis quelle année est-on censé faire de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle à l'école ? Raphaël. Alors, il y a En fait, la loi qui prévoit cette matière a été votée en 2001, en Mhm. fait, déjà. Mais le sujet est déjà présent, en théorie, du moins dans les programmes depuis les années 60-70, en fait. Simplement, il n'a pas été trop mis en œuvre. Alors oui, tout à fait. C'est bien en 2001 que la loi est entrée en vigueur. C'est d'ailleurs la loi Aubry, de son petit nom, et apparemment c'était à partir du CP jusqu'à la terminale. Et effectivement, il y avait déjà eu quelque chose, et c'est en 1974 qu'il y a eu une circulaire qui s'appelait la circulaire Fontanet, qui prévoyait une éducation sur ces thématiques-là à partir du secondaire, et c'était venu dans le contexte post-mai 68. Voilà. Où on se demandait ce qu'on allait faire de toute cette nouvelle liberté sexuelle et qu'on voulait encadrer un petit peu ça. Encadrer un peu Exactement. ces jeunes un peu sauvages. Trop Trop d'enthousiasme. d'enthousiasme. Tout à fait. Alors, c'est un très bon début. Pour cette deuxième question, est-ce que vous savez combien de séances par an par élève étaient prévues depuis 2001, Sibylle ? Oui, on avait prévu de faire 3 séances par an pour chaque élève, enfin pour toutes les classes, mais c'est très loin de ce qui s'est réellement passé puisqu'il n'y a pas du tout eu ces 3 séances par an. Et est-ce que tu ou vous savez quel pourcentage de ces séances a effectivement eu lieu ? Non. Alors moi, ce que j'ai vu, c'est pas tout à fait le pourcentage de ces séances qui ont eu lieu en moyenne, mais plutôt le fait que, je crois, 16%, si je me trompe pas, d'élèves ont réellement reçu ces 3 séances par an au cours de leur scolarité. Et donc ça voudrait dire que 84% n'en ont pas bénéficié à cette fréquence-là. Mais je ne sais pas du coup en moyenne combien il y en a eu. En fait, c'est pas 15% des élèves ont eu toutes ces séances et 85% ont eu aucune de ces séances, c'est bien le nombre de séances. Ah oui, d'accord. C'est bien environ 15% des séances qui ont été faites. Du coup, si on considère que du CP à la terminale, il y a 12 classes, on peut considérer que chaque enfant a environ eu 5 séances au cours de sa scolarité, ce qui est bien loin de ce qu'il aurait dû avoir. D'accord. Alors, troisième question, pourquoi pensez-vous que ça n'a pas été appliqué ?
Je dirais peut-être, des questions d'organisation, d'horaire quoi, enfin de disponibilité des enseignants pour faire ces matières Ouais. qui, en fait, doit du coup être, enseignées par des profs qui ont déjà un autre programme à remplir qui du coup, un peu comme avec l'éducation civique, les horaires Qui d'éducation saute, civique qu'on est censé faire en histoire et qui sautent quasiment tous les ans. systématiquement. Ouais, effectivement. Sibylle, des idées? Bah, oui, je sais même pas si on a dit clairement qui était responsable de donner cet enseignement, donc si personne ne se sent responsable, c'est tout à fait Mmh. logique que ça ne soit pas fait. Mmh. Il faut à l'inverse qu'une initiative soit prise au niveau de l'établissement pour que ce soit organisé et donc si personne se sent responsable, ça n'a pas lieu? Mmh. Ouais. Bah, en fait, la responsabilité, c'est celle du chef d'établissement. D'accord. Malheureusement, c'est rarement une de ses priorités parce qu'il a, Mmh. plein Mmh. d'autres sujets et effectivement, la problématique des moyens humains, qui s'en occupe? Est-ce que ce sont des personnes extérieures à l'établissement? Mais du coup, il y a ça a un coût. Est-ce que c'est les enseignants? Mais effectivement, potentiellement, ils vont vouloir faire cours de Mmh. leur matière sur leur temps de matière, donc c'est pas évident et en plus, comme la loi ne prévoyait pas de sanction, bah, du coup, s'ils le faisaient pas, il y avait pas vraiment Ouais. Mmh. de pression, pour le faire. Voilà. Et aussi, je pense peut-être qu'il y avait pas de programme assez précis pour Ah! savoir quoi faire. C'est ta question d'après? Non, Non? mais effectivement, on va en parler. OK. Tout à fait. Mais du coup, oui, la question des programmes scolaires, on dit qu'il faut l'enseigner, mais on dit pas quoi et comment. Et comme c'est un sujet relativement délicat, où les enseignants souvent n'ont pas été formés au préalable, Mmh. bah, ça peut créer beaucoup de peur. Mmh. Parfait. Quatrième question. Pourquoi on en a reparlé l'an dernier? Bonne question. Je ne sais pas. Et ben justement, parce qu'on a enfin introduit un programme. Oui, et alors oui, mais alors du coup, à votre avis, pourquoi il y a eu un programme justement qui a été mis en place? Mmh. Enfin, qui a été, écrit? Oui, parce qu'il y a des associations qui ont demandé à ce que cette matière soit vraiment enseignée, je pense et donc et ben, on a essayé de faire en sorte qu'elle puisse vraiment être enseignée. Mmh. Oui, oui, puisque du coup, comme on l'a dit, juste avant, la loi n'était pas appliquée. Mmh. Or, ça restait une loi et au-delà de ça, on sait aujourd'hui qu'il y a, 2 à 3 enfants par classe qui Ouais. subissent des violences, sexuelles et sexistes, ce qui est quand même assez énorme, dans des classes qui vont de 20 à 30 souvent. Il y a une augmentation des IST, des infections sexuellement transmissibles qui est du coup, revenue après plusieurs années de baisse. Et Mmh. les enfants, en moyenne, voient leurs premières images porno à 10 ans. Ah oui. Et donc l'objectif, c'était justement d'essayer de à la fois que cette matière puisse aider à l'éducation que les enfants se font dans tous les cas et aussi que ça puisse prévenir à la fois les violences et les risques de maladies sexuellement transmissibles. Voilà. Et peut-être donner une vision un peu plus saine des relations amoureuses et sexuelles que le Mmh. porno, du coup. Tout à fait. Tout à fait, ça me semble être un bon point de départ. Et du coup, dernière question, à partir de quel âge démarre l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle à l'école depuis cette rentrée 2025? Du coup, à partir de l'entrée en petite section de maternelle, donc 3 ans, à peu près. Tout à fait. La petite section de maternelle étant la première année d'école. Donc, ouais, 2 ans et demi, 3 ans. Tout à fait. Bon, bah, c'était pas mal, hein. Félicitations, vous avez les Merci, bases, on peut on a continuer. bien Merci. travaillé. On a vraiment bien C'est bossé. bien. On va donc passer à vos expériences. Du coup, je vais vous demander à tous les 2, est-ce que vous avez des souvenirs à l'école d'avoir appris des choses sur la vie affective, relationnelle et sexuelle? Comment avez-vous fait votre éducation à ce sujet, si jamais l'école n'avait pas été en mesure de le faire? Est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir les infos nécessaires pour démarrer votre sexualité et avoir des relations saines, que ça soit amicales, amoureuses et cetera? Et enfin, est-ce que vous auriez aimé avoir les séances d'EVARS ou en tout cas qu'elles soient réellement appliquées? Est-ce que Sibylle, tu veux commencer? D'accord. Hem, alors donc pour ma part, je n'ai eu qu'une seule intervention, sur ce sujet-là en troisième, si je ne me trompe pas, en tout cas au collège et cette intervention n'était pas, très bien réalisée d'après moi avec mon regard de maintenant, mais même un petit peu avec mon regard de l'époque. Les filles et les garçons ont été séparés et on nous a parlé surtout, alors pour les filles, des règles qu'on allait avoir ou qu'on avait déjà, du coup des différentes protections hygiéniques qu'on pouvait utiliser.
On a aussi parlé des protections pour les rapports sexuels, pour ne pas tomber enceinte ou pour ne pas attraper de maladies sexuellement transmissibles. On a un petit peu abordé la question des relations amoureuses, mais c'est là que je dis que c'était mal fait parce que c'était vraiment sexiste pour moi ce qui a été dit. L'intervenante, en fait, a expliqué que le cerveau des filles et celui des garçons ne fonctionnaient pas de la même manière. Elle a dit que quand une fille était amoureuse, ça prenait tout son cerveau, elle ne pensait plus qu'à ça, alors que quand un garçon était amoureux, il compartimentait. Donc quand il était avec sa petite copine, il allait penser à sa petite copine, mais c'était normal que quand il était avec ses copains, il n'y pense plus, ou quand il faisait ses devoirs, il ne pensait plus non plus à sa petite copine. Et donc en gros, je ne sais pas vraiment pourquoi elle nous a dit ça, mais peut-être pour qu'on accepte si on avait un copain qui ne pensait pas assez à nous. Vraiment, je sais pas. Mais en tout cas, déjà à l'époque, C'est terrible. avec mon petit regard critique d'élève de troisième, je me suis dit, c'est bizarre son truc. Je suis pas sûre. Enfin, moi, ça me paraissait très bizarre qu'un garçon puisse pas être très amoureux ou qu'une fille ne puisse pas être capable aussi d'être un être rationnel qui, à un moment donné, se concentre sur autre chose que sur le garçon dont elle est amoureuse. Voilà, donc ça, c'était nul. Et après, on nous dit que c'est de l'inné. Non. Oui, voilà, même une intervenante dit des bêtises. Par contre, évidemment, à l'époque, alors, quand j'étais en troisième, ça devait être vers 2003. Donc, c'était des années et des années avant MeToo. Et du coup, on n'a absolument pas parlé de consentement. On n'a pas parlé de comment établir une relation saine dans un couple, comment bien communiquer. On n'a pas du tout parlé non plus, il me semble, des différentes formes de sexualité possibles. Enfin, voilà, la possibilité aussi d'être homosexuel, je crois, hein. Je suis pas tout à fait sûre que ça n'ait pas été dit. Ou aussi que c'était possible de ne pas avoir envie non plus d'avoir une sexualité, d'être asexuel. Enfin voilà, toutes ces possibilités de rapport au corps et à la sexualité n'ont pas été présentées. Alors comment j'ai fait du coup mon éducation à ce sujet? On n'en a pas beaucoup parlé en famille, mais j'ai reçu un livre quand j'étais enfant ou préado qui expliquait comment avoir des enfants. Donc là aussi, c'est axé sur la sexualité pour se reproduire. Mais je pense qu'on n'avait pas beaucoup discuté avec mes parents parce que je me souviens, ou que moi je n'ai pas osé poser des questions, mais je me souviens d'être ressortie de cette lecture en n'ayant pas tout compris. Je me souviens qu'il y avait l'idée de la maman et du papa qui s'aiment très fort et qui se font donc un câlin. Et il y avait des images, c'était un livre un petit peu illustré, mais donc je voyais qu'ils étaient tout nus. Et je me souviens d'avoir pensé que ça avait l'air de pouvoir faire mal. Et je m'étais dit, bah, moi, quand j'aurai un mari plus tard, et si on veut des enfants, je lui dirais de faire très attention pour que j'ai pas mal. Voilà. Donc, peut-être ce livre manquait un petit peu de commentaires ou d'explications sur le fait que ça ne fait pas mal et c'est quelque chose dont on peut avoir vraiment envie. Du coup, j'avais une grande naïveté par rapport à ces sujets-là. Moi, personnellement, j'avais des amis qui n'avaient pas du tout la même naïveté, hein. Du coup, effectivement, j'ai appris des choses un peu en discutant avec des copines qui étaient un peu plus avancées sur ces sujets-là que moi. Et puis, c'est bien plus tard, vraiment bien plus tard, notamment avec MeToo, que j'ai compris certains aspects des questions qui tournent autour du consentement, par exemple. Voilà, en tout cas dans les détails et avec une vision un peu plus féministe. Et donc, est-ce que j'ai eu l'impression d'avoir les infos nécessaires pour démarrer ma sexualité et avoir des relations saines? Ben non, du coup, clairement pas. Et je pense aussi que mon premier petit copain n'avait pas eu toutes les informations nécessaires, justement sur ces questions de consentement, le fait que ce n'est pas parce qu'on est en couple que si l'un a envie de faire quelque chose, l'autre doit forcément l'accepter. Voilà, là, c'est des choses sur lesquelles ni l'un ni l'autre, mais peut-être lui encore plus, n'avait pas reçu une éducation qu'il aurait été bon qu'ils reçoivent. Bien sûr, ça aurait été différent si j'avais eu la chance de rencontrer Raphaël tout de suite, mais c'était pas le cas. Et du coup, tu aurais aimé avoir plus de séances EVARS? Bien sûr, oui, je pense que ça aurait été un enseignement super intéressant et même s'il s'agit parfois de dire des choses qu'on peut déjà savoir, c'est de toute façon intéressant de le dire clairement avec les bons mots. Donc oui, j'aurais vraiment aimé avoir cet enseignement et que toutes les personnes de ma génération aient cet enseignement, qu'on vive dans une société où tout le monde soit un petit peu plus avancé sur le sujet. Ok, super, merci beaucoup. Et toi, Raph? Est-ce que j'ai des souvenirs d'avoir appris des choses à l'école? À vrai dire, des souvenirs assez flous. Il me semble avoir peut-être eu une séance en CM2, quelque chose de très basique, sur les différences entre garçons et filles, quoi, physique. Bon, voilà. Mhm. Et plus tard, en SVT, quoi, en bio, le sujet a pu être abordé. Et je me souviens aussi d'avoir eu une séance sur les infections sexuellement transmissibles et la contraception. C'est limité à peu près à ça.
comme toi, Sybille, finalement, hein, pas de point sur les relations affectives, sur le rapport au corps, sur ces choses-là, sur les questions d'homosexualité, voilà, tous ces points-là, pas du tout. Mmh. Donc après, comment moi j'ai fait mon éducation à ce sujet? Alors déjà, c'est un sujet qui n'a jamais été abordé dans ma famille. Simplement, comme toi, Sybille, vers mes 11 ou 12 ans, il y a ma tante qui m'a offert un petit livre aussi, une BD, il me semble, qui abordait l'amour, les relations affectives. La manière de présenter le sujet était plutôt adaptée au préado, Mmh. avec un côté encore un peu innocent, Oui. genre comment un couple tombe amoureux, il fait des enfants, donc là aussi, la reproduction. Et en fait, c'est pas les cigognes qui apportent les bébés, enfin voilà. Et puis, bon, depuis que j'étais enfant, mes parents m'avaient abonné à des magazines pour enfants. Et quand j'ai eu 13 ou 14 ans, j'ai été abonné à Phosphore, qui est un magazine pour les ados. Mm. Et là, il y a eu un numéro avec un dossier sur les relations amoureuses et la sexualité au sens large. Et là, ça rentrait plus dans les détails, on va dire. Et peut-être que là, ça parlait peut-être aussi plus de consentement ou en tout cas, de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, on va dire, entre guillemets. Alors, est-ce que j'ai eu l'impression d'avoir les infos nécessaires? Je dirais plutôt que oui, en fait, principalement grâce à ce fameux numéro de Phosphore, qui était vraiment bien foutu. Et voilà, et après, tous les aspects de consentement, tout ça, pour moi, c'est des choses qui rejoignent les sujets de respect de l'autre, en fait, tout simplement, qui est beaucoup plus large, en fait, dans la société de manière générale. Enfin, voilà, moi, j'ai été élevé là-dedans, dans cette idée-là, que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et donc, à partir de là, tout cela paraît à peu près, enfin, moi, m'a toujours paru assez évident. Donc, voilà. Mmh. Et donc, est-ce que j'aurais aimé avoir des cours d'EVARS? Moi, ça me paraît effectivement une très bonne chose, en fait, de commencer tôt avec un contenu adapté et de faire en sorte que ce soit un sujet abordé, une discussion qui ait lieu dès le plus jeune âge, finalement, pour que le sujet soit ouvert et un peu, entre guillemets, détabouisé. Mhm. Parce que là, je repense aussi à une amie chez qui, bon, ses parents étaient séparés, mais avec sa mère, le sujet n'était pas du tout tabou. Elles en parlaient, c'était complètement libre. Et elle avait un rapport beaucoup plus détendu, quoi, par rapport au sujet, on va dire. Alors que c'est vrai que quand on n'en parle pas dans la famille, quand on n'en parle quasiment pas à l'école, ça devient tout de suite un truc un petit peu fermé et secret, peut-être trop, quoi. Voilà. Super. Et toi, Cécile? Alors, moi, les souvenirs que j'ai, c'est très très flou. J'espère que je vais rien inventer, que j'ai pas brodé des souvenirs, mais j'ai cette image-là en tout cas. J'ai le souvenir d'avoir eu quelque chose au collège. Alors déjà en SVT, on avait déjà tout ce qui était en lien avec la puberté Oui. et du coup le cycle menstruel que sur le plan biologique, hein, pas sur l'impact dans notre vie, ça aurait été trop beau. Et tout ce qui est lié à la fécondation, et après à la grossesse, ça, on a eu ce qui était déjà quand même important. Après, je crois qu'on a eu une séance où on a découvert un peu les préservatifs, ce à quoi ça servait, et je crois qu'on nous a montré comment le mettre. Et du coup, on a expérimenté. C'est vrai que j'ai eu ça en SVT pour le Oui, coup. c'est En biologie, ça, on il avait mis un semble, préservatif ouais. aussi sur un pénis de polystyrène, mais bon, sans contexte. Oui, c'est. Du coup, j'ai que ce souvenir-là, vraiment, on va dire, d'éducation à la sexualité. Et un dernier souvenir que j'ai, c'était au lycée, où en fait, toujours en bio, en SVT, on avait fait un TP sur être capable de détecter le virus du sida, enfin quelque chose comme ça. C'était hyper intéressant. Mais voilà, il n'y avait pas de prévention, c'était, on va dire, la thématique de. Mais voilà, du coup, j'ai pas, à part le souvenir flou de mettre un préservatif, je n'ai pas eu vraiment, donc ce que je regrette profondément. Du coup, comment j'ai fait mon éducation? Alors déjà, l'éducation à la vie affective et relationnelle, c'est pas vraiment quelque chose qu'on avait conscientisé. J'ai l'impression à notre époque, Non, ça se fait sur le tas, quoi, d'une certaine façon. ouais, c'est ça. Et alors qu'aujourd'hui, on conscientise beaucoup plus les Ouais. choses, des relations saines, etc. Mm. Sur la question de la puberté, ma mère m'a aidée, mes copines m'ont aidée aussi parce qu'elles étaient en avance par rapport à moi. Et après, les super livres très, très peu genrés, genre Le Dico des filles. Donc voilà. Après, ça restait une éducation, mais bon, très stéréotypée. Ouais.
Et sur la sexualité, en fait, il y avait un tel tabou que c'était Ouais. très, très compliqué d'en parler. Un tout petit peu avec les copines, en fonction de nos expériences respectives, mais c'était vraiment, en fait, je crois que la seule chose dont on parlait vraiment, c'est est-ce qu'on allait avoir mal pendant notre premier rapport Mmh. et est-ce Mmh. qu'on allait saigner? Enfin, pour moi, c'était les 2 questions, c'était les seules, en fait. À part ça, il y avait peu de choses et par contre, ça m'intriguait quand même vachement la sexualité parce que tu t'en fais quand même toute une montagne, le tabou n'aidant pas. Du coup, j'écoutais la radio tard le soir, Ah genre oui, sur, bah, bien sûr. Énergie ou Skyrock, je sais plus lequel. J'écoutais ça toute seule le soir parce que là, ils avaient des jeunes qui appelaient et qui posaient des questions et du coup, il y Ah avait des ouais. réponses. Du coup, ça m'a entre guillemets «aidée» et sinon alors j'ai eu, la chance, c'est dit très ironiquement, d'avoir à un moment donné des copains qui m'ont, montré un extrait de porno. J'avais, je pense 16 ans. Ça m'a choquée clairement parce que je me suis Mmh. dit, moi qui lisais, ou, était dans les films très romantiques, je me suis dit: «Mais c'est quoi ce truc?» Il y avait tellement enfin, 2 extrêmes de représentation et Ouais. je me suis dit: «Mais» enfin, je trouvais ça horrible et par contre, j'ai eu la chance d'avoir un premier partenaire, génial et du coup, bah, en fait, c'est avec lui aussi que j'ai appris et en fait, c'est vraiment sur le tard avec, un peu comme toi Sybille, ouais, vraiment sur le tard que c'est là où j'ai commencé à lire enfin, en fait, qu'il y ait des contenus pour qu'on puisse apprendre parce qu'il y en avait pas vraiment, je trouve, avant Mmh. et du coup, sur la question de est-ce que j'ai eu l'impression d'avoir les infos nécessaires pour démarrer, ma sexualité, avoir des relations saines? En fait, pour avoir une sexualité normée, je dirais oui. Mmh mh. Mais Mmh mh. sur le Mmh. reste, non, en fait. Mmh. Même si j'ai eu un super premier partenaire, en fait, on avait eu la même non-éducation ou les mêmes Mmh. stéréotypes. Donc, en fait, Mmh. voilà. Et après, heureusement, le noyau familial a fait que la notion de respect était quelque chose de très important chez moi. Et du coup, j'ai, j'espère, plutôt réussi à avoir des relations plutôt saines, mais pas tout le temps. Enfin, ça dépendait de plein de facteurs. Donc, c'est pas. Mmh. Voilà. Et du coup, j'aurais adoré avoir Evars. Et je suis tellement envieuse, en fait, des enfants d'aujourd'hui qui vont avoir cette éducation et progressivement, pas qu'arrivent en Mmh. quatrième avec un Mmh. pénis où on va un faux pénis où on va mettre une capote. Enfin, je trouve ça Mmh. tellement lunaire. Mais en tout cas, Oui. voilà. Mmh. Ce que tu viens de dire, enfin là, on se concentre beaucoup sur le sujet de la sexualité parce que c'est aussi ce qui est au Oui. cœur du débat, Mm, enfin du mm, débat public, on va dire. Mais ce mm. que tu viens de dire aussi par rapport aux relations affectives de manière générale, je trouve que ça, pour le coup, Mmh. c'est quelque chose où nous, on a eu 0. Mm, Et pour le mm. coup, ce que tu disais sur la conscientisation et tout, c'est vrai que c'est un coup de pouce qui peut être énorme, quoi, Ouais. dans les premières relations qu'on a, parce que Mm. ça peut éviter de se fourvoyer magistralement, potentiellement, donc enfin de faire des erreurs. Bah ouais. Puis on sait à quel point l'enfant peut être impacté Ouais, ouais, complètement. psychologiquement par les interactions qu'il va avoir Ah oui, oui, enfant. complètement, ouais. Du Mmh. coup, plus il sera armé pour, Oui, puis ça sert toute la vie, hein. Encore des personnes à l'âge adulte qui ont des relations toxiques, ah qui ne oui, se respectent pas. oui. Ouais, exactement, ouais. Mmh. Avant d'aller plus loin, un petit rappel. Nous produisons ce podcast sur notre temps et notre argent personnel et nous souhaiterions qu'il reste sans pub. Vous pouvez nous soutenir pour le prix d'un café sur Patreon. Vous trouverez le lien dans la description. Merci beaucoup à celles et ceux qui le font déjà. Donc on a vu qu'on était tous les 3 d'accord sur le fait que le programme EVAR, c'était quelque chose d'extrêmement positif, pour, les jeunes générations. Pour autant, on va, essayer de faire un débat sur, cet épisode et du coup, je vous propose de vous dire les arguments, des personnes qui sont contre ce programme Mmh. d'éducation à la vie, affective, relationnelle et sexuelle et on va essayer de voir, comment on peut leur répondre et voir justement si nous, ça nous pose aussi question, peut-être. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Yes. Alors, premier argument, on va apprendre aux enfants la sexualité dès la maternelle. Déjà, est-ce que c'est vrai? Avant de voir si l'argument Faux. 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 Voilà. Déjà, avant C'est de dire faux. un argument, il faut vérifier les sources. Tout à fait. Ouais. Pourquoi c'est faux? Qu'est-ce qu'on fait en maternelle, en fait? Sybille, tu veux? Alors oui, j'ai vu que dans le programme qui a été précisé, Oui. il est prévu par exemple, avant l'âge de 4 ans, d'apprendre à nommer les parties de son corps
Et ça, Mmh. c'est vrai qu'il y a des parents que ça choque, qu'on puisse Mmh. apprendre à un petit enfant à dire que ce qu'il appelle son zizi est en fait un pénis et que ce qu'elle appelle sa zézette est en fait une vulve. Mais ces mots ne sont pas des gros mots, ne devraient pas être tabous. Et c'est justement en apprenant à les nommer qu'il pourra plus facilement mettre des mots sur d'éventuelles violences ou tout simplement sur ce qu'il a à dire sur ces parties de son corps sans tabou. Donc je vois pas le mal à nommer les parties du corps et ça n'a rien à voir avec la sexualité, c'est simplement connaître son corps. Je pense qu'on apprend aussi justement que son corps est son propre corps, Mmh. que notre corps ne devrait pas pouvoir être touché par une autre personne sans qu'on soit d'accord, voire qu'il ne peut pas du tout être touché par d'autres personnes pour les parties qu'on vient d'apprendre à nommer. Mmh. Voilà, donc il y a cette idée justement de respect de son propre corps et le respect de son intimité Mmh. Et celui de l'autre, et du coup. celui de l'autre. Voilà, et Mmh. j'ai trouvé ça trop mignon. J'ai lu un petit peu des éléments du programme EVARS. Mmh. Et par exemple, les enfants font des petits ateliers où ils vont se demander est-ce que je peux te prendre la main? Et donc l'autre enfant répond oui ou non. Est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi? Oui ou non. Du coup, ils disent oui, tu peux me prendre la main. Oui, il y a aussi cette notion d'apprendre à dire non. Mmh. Ouais, Ça, c'est quelque chose qui est difficile à faire souvent, de dire non. Ouais. Et apprendre ça dès la maternelle, c'est pas une mauvaise idée. non. Ça montre aussi que c'est pas parce qu'on dit non qu'on est méchant. Ouais. Mmh. Peut-être encore plus chez les petites filles à qui on a appris à faire plaisir, Mmh. et cetera, et à être sage, enfin, montrer que on a le droit de dire non, que c'est OK, et cetera. Je trouve ça tellement, génial. Ouais, c'est super important. Oui, c'est marrant parce que je trouve hyper intéressant le fait que là, enfin, vous êtes des filles, moi je suis un garçon, on n'a pas eu Mmh. les mêmes messages Non, ouais. et les mêmes informations. Mmh. Et j'ai l'impression qu'il y a des sujets où les filles sont nettement désavantagées. Bah oui. Oui, enfin, Ouais. dans les informations que vous recevez. Hmm. Parce qu'il y a des sujets qui, en partie, se posent même pas pour nous. Ce que tu viens de dire par rapport au fait que les filles sont plus élevées pour qu'elles soient sages, etc. Les garçons, peut-être un peu moins. Et donc, cette histoire de oui et de non, voilà, un garçon, il va même plus potentiellement pas se poser la question, du coup. Mmh. Tu veux dire que toi, t'aurais pas eu de mal à dire non? Oui, voilà, les garçons ont peut-être moins de mal à dire non. Mmh. Si on veut te faire un bisou et que tu veux pas, tu pourrais dire non Bah oui, peut-être, oui. en ayant 3 ans. Ouais. Ouais, peut-être, oui. Mm. Peut-être. Oui, oui. Oui, bah, j'ai écouté un super podcast dans lequel il y avait un reportage sur une classe de CE1, donc là ils ont 7-8 ans, où la maîtresse faisait justement de l'éducation à la vie affective et sexuelle. Et donc ce podcast s'appelle C'est quoi l'amour maîtresse? Et la maîtresse justement s'appelle Lolita Rivet. Et c'était trop mignon là aussi parce qu'on entendait un petit peu les enfants qui réagissaient dans des séances où on parlait justement de nommer son corps et aussi du respect de l'intimité. Mais il y avait effectivement des témoignages comme ça, des petites filles qui disaient mais si je enfin ou même un petit garçon d'ailleurs aussi qui disait ben moi justement ma grand-mère ou mon grand-père me fait beaucoup de bisous et j'aime pas trop, je me sens pas bien mais j'ose pas le dire parce que après il sera pas content si je lui dis que je veux pas de bisous. Hmm. Voilà, et ça, c'est marrant parce que c'est vraiment une situation où Ouais. effectivement des parents peuvent ne pas comprendre, dire bah non, on a toujours fait des bisous dans la famille, donc t'arrives, tu fais un bisou, c'est tout. Mais en fait, Ouais, c'est. là, Ouais. moi, je pensais plus dans une relation entre enfants, Ah pas oui. forcément évidemment avec Mmh. l'ascendant et la relation d'autorité qu'il y a avec un parent ou Mmh. Ouais. un grand-parent. Là, c'est encore différent, même un petit garçon Ouais. n'osera pas Oui, dire non. effectivement, ouais. Mais les 2 cas de figure, au final, sont intéressants, ouais. Oui. C'est clair. Puis dans les programmes, on va aussi parler d'égalité filles-garçons. Je crois que c'est, Oui. je sais plus en quelle année en maternelle, mais l'objectif, c'est de voir que les filles et les garçons peuvent faire les mêmes métiers. On va parler des stéréotypes de genre, bah, les différences, tu disais en CM2 certainement, Raphaël, que tu avais vu les différences physiques entre un garçon et une fille. Hmm. Et du coup, ça permet, là, dès la maternelle, d'aborder, bah, les différences, mais aussi est-ce qu'on a le droit ou pas, de porter, des jupes? Est-ce qu'on a le droit de porter des barrettes, et cetera? Enfin, ça, Hmm. et en fait, en maternelle, on parle pas de sexualité, et en élémentaire, on va parler du changement du corps parce que, bah, il y a des filles qui vont être en puberté aussi précoce, donc c'est important qu'elles le sachent avant que ça arrive et pas après que ça arrive. Parce que quand on apprenait la puberté au collège alors qu'il y avait, un certain nombre de filles qui avaient déjà leurs règles, tu dis: «Bon, bah, c'est bien, mais c'est un peu tard, quoi». Et en élémentaire, on parle aussi, d'être capable d'identifier des cas de harcèlement. Enfin, c'est hyper important, On n'est pas sur,
apprendre à faire une fellation, quoi. Enfin, et d'ailleurs, à aucun moment dans tout le programme, Non. c'est Non. au programme. Donc, il y a eu vraiment une désinformation de la part des personnes qui étaient contre cette matière-là. Ils ont voulu vraiment générer cette peur auprès des autres parents, comme si on allait pervertir leurs enfants, quoi. Mmh mh. Ah oui, j'ai vu des arguments totalement inverses de la réalité. Dans ce même podcast, il y a une maman d'élève qui est dans un collectif de parents contre cet enseignement, qui a témoigné. Et elle pensait qu'en fait, on apprenait aux enfants qu'ils avaient un droit à la sexualité. Donc c'est bizarre, ça ne veut pas dire grand-chose. Mhm. Mais que donc ça les sexualisait et ça les Mm. rendait disponibles pour des potentiels agresseurs. Alors qu'en fait, Mm. en leur apprenant que Mm. leur corps leur appartient et qu'il n'est qu'à eux et que personne n'a le droit de les toucher dans leur partie intime et même de les toucher sans leur consentement, au contraire, en cas d'agression, l'enfant va plus facilement Mmh. savoir le nommer et en parler et savoir que c'est pas normal, Mm. quoi. Mmh. Donc, je Mmh. comprends pas du tout Ouais. comment on passe de ces programmes à attention, à cause de cet enseignement, les enfants vont être des proies, mais ils le sont déjà malheureusement. Il y a déjà, comme tu disais, Mm. 10% d'enfants qui sont victimes d'agressions sexuelles. Donc, Mmh. voilà. Mm. Mais effectivement, il y a tout un ensemble de fantasmes comme ça autour de on va apprendre la sexualité aux enfants et les sexualiser. Mm. Je rebondis sur ce que tu disais, Sybille, pour introduire le prochain argument, qui est les enfants vont démarrer leur sexualité plus tôt. Et en même temps, je vais rajouter un deuxième argument qui est en lien. Il y aura de plus en plus d'homosexuels et d'enfants transgenres. Alors, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que vous pensez que les enfants vont avoir une sexualité précoce parce que du coup, on leur aura donné envie de tester plus vite. Ils se posent des questions tout Mhm. seuls, en fait, donc du coup, Ils sont il grands. vaut mieux ils sont grands, d'une certaine façon, oui, voilà. Ils se posent des questions et ils les posent peut-être Mhm. et donc du coup, autant y répondre, quoi, et c'est pas le fait d'apporter des réponses qui va faire qu'ils vont se poser des questions. C'est généralement l'inverse qui se produit, donc voilà. Oui, puis il n'y a pas de raison qu'apprendre un peu plus comment ça se passe et quelles sont les parties de notre corps, etc., donne envie de commencer plus tôt. Oui, et puis le programme et l'approche qui est proposée est aussi de ne pas aller plus loin que les questions posées. Donc, si un enfant pose une question, on va répondre à cette question, mais on va pas rajouter des informations qui iraient Mm. trop loin, entre guillemets «trop loin» ou qui sont des informations dont il n'a pas besoin à son âge. Mm. On dit effectivement de partir du quotidien des enfants et de leurs questions et de pas aller plus loin. Par contre, les programmes qui sont proposés avec des exemples de séances, ça a été fait pour que ça soit adapté à chaque âge. Donc il y a vraiment Mmh. cette volonté de Mmh. rester approprié. Oui, donc à la fois, on Mm. a des séances dans lesquelles Mm. on aborde les questions adaptées à l'âge Mm. et quand les questions viennent dans le C'est quotidien, ça. on ne répond qu'à la question et Mm. on va pas plus loin. Donc, ouais. Ouais. Et est-ce que vous pensez que du coup, il y aura de plus en plus d'homosexuels et d'enfants transgenres? Moi, je pense qu'il y a deux problèmes avec cet argument. D'abord, c'est quand même, si c'est une peur, ça veut dire que ce serait moins bien d'être Mhm. homosexuel que d'être Mhm. hétérosexuel. Donc, c'est pas très cool pour les personnes homosexuelles. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est même homophobe. Et puis, transgenre, ben, pareil. Mhm. Mais a priori, ce que montrent plein d'études, Mhm. c'est qu'il y a une permanence statistique Mhm. du pourcentage de la population qui est homosexuelle à travers les époques, même les époques où c'était le plus réprimé, quant au sentiment de ne pas être bien dans son corps en tant que petite fille ou petit garçon. C'est aussi quelque chose qui a déjà été rapporté il y a des décennies, même des siècles, hein. Il y a des cas aussi de personnes transgenres dans l'histoire, Mhm. à des époques où bien évidemment ça n'était pas un sujet, quelque chose qu'on puisse accepter. Donc le fait d'en parler devrait permettre aux personnes concernées de s'exprimer dans un cadre plus sain, où elles seront mieux écoutées. Mais on ne voit pas pourquoi ça donnerait envie. D'ailleurs, ça c'était très drôle dans le podcast que j'ai écouté à un moment donné. La maîtresse fait faire une expérience imaginative aux enfants en disant aux petites filles imaginez, cette nuit, vous êtes endormies et puis il y a une fée qui est passée et elle vous a transformé en petit garçon. Qu'est-ce que maintenant vous pouvez faire que vous ne pouviez pas faire avant? Donc ça, c'est pour parler des rôles féminins et Mhm. masculins dans la société. Et pareil pour les petits garçons, vous avez été transformé en petite fille. Mais tous les enfants, quand ils entendent ça, ils disent « Oh non !» Mmh. Donc,
Donc le désir de changer de genre, quand ça n'est pas quelque chose qui est ressenti de base, il ne va pas arriver parce qu'on le propose. Ce serait bizarre en fait. Soit vous le ressentez, soit vous le ressentez pas. C'est pas parce qu'on vous dit que c'est une possibilité que tout d'un coup vous allez dire ah oui, bah, faut que je le fasse alors. Ouais. C'est très 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 étrange de penser ça. Euh, Alors, prochain argument, on va traumatiser les enfants. Car ce ne sont pas des adultes. Bah, là aussi, tu nous as bien dit que les programmes étaient progressifs. Donc, a priori, on va pas les traumatiser parce que justement, ils vont d'abord découvrir les parties de leur corps, ensuite découvrir leur intimité, ensuite découvrir les relations non violentes peut-être, plutôt sur le plan amical. Et finalement, grâce à cette progression toute douce, ils vont découvrir ce que sont les relations sexuelles sans qu'on leur dise d'en faire ou qu'on rentre dans le détail, comme l'aboutissement d'un cheminement. Donc, au contraire, ça va aller contre le fait d'être choqué dans un monde où, de toute façon, comme tu l'as bien vécu toi-même, on peut être choqué en tombant sur des images pornographiques Mm, quand on s'y attend le moins. Oui, c'est ça. Et du coup, à partir de ce moment-là, si un enfant se pose des questions, il vaut mieux que les réponses soient données mhm, à l'école dans le cadre d'un programme mhm, tel qu'il est conçu, en l'occurrence, mhm, plutôt que à ce qu'ils aillent chercher sur Internet mhm. et trouver des trucs faux ou qu'ils se contentent des informations que leur donneraient leurs camarades dans la cour de récré, mais qui eux-mêmes sont allés chercher sur Internet et qui sont aussi des rumeurs ou des idées fausses, etc. Et donc, voilà. Mais ça fait justement écho à l'argument que je voulais rajouter, de dire que c'est inapproprié de faire l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle en collectif. Hmm. Mm. Faudrait des cours particuliers. Je dis cet argument pile après ce que vient de dire Raphaël, parce que justement, en fait, les enfants, s'ils ont une question, certes, ils sont peut-être tout seuls à s'être posé la question à un instant T, sauf qu'ils vont certainement aller chercher la réponse avec leurs copains. En fait, la personne qui se pose la question ne garde pas pour elle, enfin, pas toujours en tout cas. Et donc, de toute façon, cette question, elle va tourner, et s'il n'y a pas d'enseignant médiateur, c'est là où on va aller sur des croyances, des rumeurs, qu'est-ce qu'a dit Mhm. papa ou maman, etc. Et du coup, de le faire en collectif, ça permet aussi de tout de suite avoir une information un peu plus factuelle, enfin vérifiée, scientifique, Mhm. etc. Et aussi pour le vivre ensemble. Parce que là, j'ai une collègue qui me disait la semaine dernière que sa fille, enfin que la mère avait été convoquée par l'école parce que sa fille en CP avait montré ses parties intimes du coup à un petit garçon aux toilettes. Et du coup c'est important parce que même si ça touche pas un autre élève, bah ça aurait pu déjà, et comme ça permet de discuter en classe sans stigmatiser évidemment les personnes à qui c'est arrivé, mais justement de parler de ça, parce que s'il y en a un qui le fait, forcément que d'autres personnes ont peut-être pensé le faire et ne savaient pas que ça se faisait pas. Mais voilà, donc ça permet quand même de remettre un petit peu qu'est-ce qui est OK et qu'est-ce qui n'est pas OK, même en collectif. Mm. Mm. Mais c'est intéressant parce que justement, pourquoi est-ce qu'on veut voir une petite fille toute nue ou un petit garçon tout nu? C'est parce que justement, on est curieux, qu'on se Mmh. demande bien à quoi Oui, ça ressemble chez l'autre. oui. On a juste compris que c'était pas pareil que nous. Mmh. Et donc, si l'école te dit pas à quoi ça ressemble chez le petit garçon et comment nommer Mm. cette partie de son corps à lui et réciproquement Mhm. à quoi ressemble le corps de la petite fille, c'est normal qu'il y ait une interrogation, une curiosité. Enfin, c'est drôle parce que cette anecdote, elle revient souvent. Moi aussi, je me souviens qu'il y avait des petits garçons qui Mm. voulaient nous voir toutes nues quand on était en primaire et que ça s'était pas fait parce que justement, la question, c'était pas est-ce qu'on peut le faire ou pas, c'était est-ce qu'on le fait dans les toilettes des filles ou dans les toilettes des garçons. Et là, on n'était pas d'accord. Les filles voulaient pas aller dans les toilettes des garçons et les garçons voulaient pas aller dans les toilettes des filles. Donc, on n'a rien vu. Mais on voyait pas le problème, je pense. Ça marche pas ce truc. Non, et puis j'étais en train de me demander si le jeu un peu débile des garçons qui veulent regarder sous les jupes des Mhm. filles, ça vient pas un petit peu de là aussi. Oui. C'est en soi, c'est une curiosité qui en soi, qui de base est pas malsaine. Simplement, Bah oui. la mise en œuvre est peut-être un peu ratée, quoi. En plus, plus on met Ouais. un tabou, plus on a envie de savoir. Voilà, c'est ça. Bah oui. Exactement. Alors que si on montre sur des schémas, et qu'après on dit que par contre c'est intime et que du coup on va pas aller voir chez les Ouais. uns et chez les autres, que ça soit Ouais. dans les toilettes des filles ou des garçons, du Ouais. coup ça, ouais. Oui, parce que en fait, un des gros clichés sur cette éducation à la sexualité, c'est qu'on apprendrait aux enfants en maternelle à se masturber.
Or, justement, ce qu'on va plutôt leur apprendre, c'est que s'ils le font, parce que c'est quelque chose en fait qu'ils vont faire par curiosité et on sait que ça existe, la masturbation infantile, eh bien, ils doivent le faire à l'écart des autres. Et c'est quelque chose d'intime. Donc, au contraire, on va leur apprendre à ne pas montrer leur partie intime à tout le monde et à ne pas faire certains gestes en public. Mm. Et pas du tout leur apprendre à les faire plus. Mais pas non plus leur dire que ce serait gênant parce qu'ils ont bien le droit de faire ce qu'ils veulent s'ils Mhm. sont Mhm. tout seuls dans leur coin. Tout à fait. Avant-dernier argument. C'est un sujet à aborder en famille, exclusivement. Alors bah là, en soi, c'est un sujet qu'il faut potentiellement aussi aborder en famille, mais comme on disait tout à l'heure, avec 2 à 3 enfants par classe, victimes de violences sexuelles ou sexistes, dont 95 dans la famille justement, voilà, il est du coup d'autant plus important aussi que le sujet soit abordé à l'école pour peut-être permettre une prise de conscience ou un peu un minimum d'information qui pourrait peut-être amener un enfant à parler. Mhm. Oui, les familles ne sont pas toutes ce cocon idéal qu'on aimerait Non. qu'elles soient. Donc, il y a des familles qui ne peuvent pas en parler parce que ce sont des familles d'agresseurs, comme tu dis. Mhm. Mmh. Et aussi pour les familles beaucoup plus saines, mais qui, et c'est bien normal, ne sont pas à l'aise avec ce sujet puisque les parents eux-mêmes n'ont pas reçu ce programme d'éducation à la sexualité. Eh bien, l'école, je pense, peut donner un cadre pour aider les parents à en parler. Mhm. Parce que l'enfant revient de l'école en Mhm. disant « j'ai appris que j'avais une vulve aujourd'hui » et la maman va dire « bah oui, c'est vrai ». Et ça va du coup donner des mots pour en parler si Mm. besoin. Si les parents adhèrent à cette démarche éducative, ça va probablement les aider Mhm. à en parler avec leur enfant, j'imagine. Ben oui, complètement. D'ailleurs, en fait, je regardais un podcast vidéo avec une intervention d'une personne qui s'appelle Aurélie Gourmelon, qui a écrit un livre aborder l'éducation sexuelle à l'école. Et la plupart des parents sont contents qu'il y ait cette nouvelle matière. En fait, c'est ce qu'elle disait, c'est que ceux qui sont contre font beaucoup de bruit, mais ils sont pas si Ouais. nombreux que ça au final. Et Mm. c'est vrai qu'on est forcément un peu gêné quand il s'agit d'évoquer potentiellement ces sujets avec nos enfants et on est mal à l'aise, on ne sait pas comment s'y prendre. Et si là, l'école peut apporter déjà un début de réponse, forcément, c'est une bonne chose. Oui, il y a une complémentarité qui se fait, Voilà. qui est hyper chouette. Mm. Dernier argument, et je trouve le plus dur d'une certaine manière, on endoctrine nos enfants. Ah oui, carrément. Peur de Carrément. rien. Donc on les endoctrine pour qu'ils fassent quoi? Est-ce que c'est de nouveau pour Exactement. qu'ils deviennent homosexuels ou... Pour leur imposer un modèle de pensée. Bah, tout dépend ce qu'on appelle l'endoctrinement. Si on considère que le respect, l'égalité homme-femme, ce sont des idées un peu bizarres que l'on peut enseigner alors qu'on voudrait absolument y échapper, oui, c'est de l'endoctrinement parce qu'on risque de sortir de ces cours un peu plus respectueux les uns des autres. C'est quand même un peu pénible. Non, mais c'est une réponse parfaite parce que quand j'ai entendu cet argument-là, je me suis dit, mais mince, enfin, comment on répond à ça tellement c'est pas ça. Enfin, Oui. Ouais, non, mais c'est surtout que le terme endoctrinement ne veut rien dire tout seul, quoi. il y a cette notion d'idéologie en fait. Ouais. Mais pour certains, l'égalité homme-femme est une idéologie, donc après, là, tu peux rien faire. Enfin, Oui, mais ce que tu viens de dire, puis ça rejoint ce que moi je disais dans mon expérience, le Mm. cœur du sujet, c'est le respect. Et le respect, ça relève pas de l'endoctrinement. Alors, enfin, oui, c'est un choix politique d'enseigner ça aux enfants, mais on n'est là pas pour imposer quelque chose, on est là pour dire que ça existe, pour faire respecter. Mais là, c'est intéressant. Je trouve qu'il y avait un point qui était abordé dans le podcast que j'ai vu, qu'on oublie souvent de rappeler peut-être que l'école, son rôle, c'est aussi de construire un projet de société mhm. et de dire, bon, ben, on est en France et la République française voit sa société de telle manière. Et donc, c'est cette formation-là qu'on va apporter pour entre guillemets, créer les futurs citoyens français, quoi. Bien sûr. Alors, passons à la conclusion. Je vais donc vous demander de quoi rêvez-vous pour la mise en place de cette nouvelle matière. Sybille, est-ce que tu veux commencer? Pourquoi pas? Alors, je souhaite que les intervenants, que ce soit des enseignants ou des intervenants extérieurs,
puissent disposer d'une vraie formation avec des ressources disponibles pour les aider gratuitement. Et je dis ça notamment en lien avec mon autre rêve, parce que mon autre rêve, c'est qu'on ait les mêmes résultats qu'en Suède, parce que j'ai lu qu'en Suède, l'éducation sexuelle existait depuis les années 50. Et alors évidemment, la relation de cause-conséquence, elle n'est pas directe, mais c'est quand même une des sociétés où il y a le moins de grossesses adolescentes, le moins d'infections sexuellement transmissibles et le moins d'agressions sexuelles. Voilà, donc on peut penser qu'il y a un petit lien entre cette éducation et ces bons résultats, mais en Suède, justement, ce qui a manqué quand même pendant longtemps, c'est une formation des enseignants, parce qu'ils se sont rendus compte en 2010 que seulement 6% de leurs enseignants avaient été formés, donc quasiment rien, et ils ont rendu une formation obligatoire seulement en 2022, donc ce serait bien que nous, on en prenne de la graine et que dès maintenant, on propose une formation. Et enfin, troisième rêve, si je peux me permettre, c'est qu'il y ait beaucoup plus d'initiatives comme celle de Cécile, parce que je trouve ça génial que Cécile en parle aux parents et présente le programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité aussi aux parents qui pourraient en avoir peur, et probablement que grâce à ce qu'elle va faire et qu'elle vous racontera dans Patreon, ça va beaucoup aider à la mise en place sereine de cet enseignement. Bravo Cécile. C'est gentil, merci. Et toi Raphaël, de quoi tu rêves? En fait, tout ce que tu viens de dire, je vais tricher un petit peu, mais je reviendrai aussi sur effectivement la question de la formation des profs. C'est un peu le point de départ parce que c'est difficile quand on regarde un programme comme ça, même s'il y a quelques exemples, de s'imaginer une mise en œuvre de ce programme. Et voilà, et que les profs soient pas laissés à eux-mêmes dans la mise en œuvre de la matière, et que oui, et que des outils leur soient fournis. Moi, je trouve le livre publié par cette dame, Aurélie Gourmelon, une très bonne idée, parce qu'elle expliquait que dans sa première partie, elle abordait le sujet de manière un peu générale, et qu'après, elle donnait plein d'idées de séances. Oui, parce qu'au-delà des séances, dans sa première partie, elle parle du coup de l'importance de la posture et de savoir comment Oui, tout à fait, ouais. aborder le sujet pour justement ne pas trop en dire. Parce qu'en tant qu'enseignant, Ouais. naturellement, on a un petit peu envie de trop en dire. Tout à fait, ouais, c'est ça. Ouais. Intéressant. Et toi, Cécile? Alors, moi, je rêve que ça ne soit pas que 3 séances par an et par élève. Oui. Ah oui, carrément. Parce qu'en fait, on s'en fait tout un foin, mais c'est que 3 séances par an. Enfin, c'est quand même pas foufou. Ouais. Alors que les relations affectives, c'est quand même quelque chose de quotidien. La sexualité, elle va venir petit à petit, mais du coup, je rêve que ça soit au moins une fois par semaine. Mais pour les détracteurs qui vont dire que y a plein d'autres sujets prioritaires comme apprendre à lire, écrire et compter, on peut tout à fait utiliser comme point de départ les VARS, mais faire des maths, faire de l'histoire, faire du français, etc. sur ce sujet-là. Parce que je pense que c'est absolument primordial d'avoir des enfants qui soient éduqués, qui soient respectueux sur ces sujets-là. Donc voilà, ça c'est mon premier rêve. Et mon deuxième rêve, c'est parce que je peux comprendre que les parents aient peur. C'est pas simple, surtout quand on, par notre culture et notre religion, enfin il y a plusieurs choses qui viennent rentrer en compte. Je trouve que ça serait hyper important qu'il y ait une version des programmes à destination aussi des parents pour que ça soit un tout petit peu moins jargonneux, un peu plus clair, et pour aussi couper l'herbe sous le pied des anti-EVARS qui vont en fait faire une interprétation des programmes parce que voilà, les parents ne prennent pas forcément le temps de tout lire parce que c'est extrêmement long. Mais voilà, peut-être de réfléchir à comment vulgariser ces programmes, que ça soit accessible à tous les parents. Voilà. Super idée. C'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous aura permis de mieux comprendre les détails du programme EVARS, des problématiques qu'il soulève, mais aussi si vous avez des enfants autour de vous qui vous aura donné envie d'en parler avec eux. Parce que même si vous n'êtes pas enseignant, c'est aussi votre rôle d'en parler, c'est un travail d'équipe. En tout cas, de notre côté, on se retrouve sur Patreon pour une transcription complète et de nombreux bonus, ou, comme l'a rappelé Sybille, je raconterai ce retour d'expérience avec les parents d'élèves à qui je fais expérimenter ce programme, et bien d'autres choses. Et si vous aimez French Baratin, parlez-en à vos amis qui apprennent le français et donnez votre avis sur votre appli de podcast. Merci beaucoup pour votre soutien et à bientôt dans French Baratin. À bientôt.